Collègues, donc ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit, comme le rapporteur et les orateurs précédents l'ont dit, dans un environnement instable. Il a été rappelé que la procédure un petit peu chaotique de l'approbation de projets de loi de finances avec recours au 49.3 et qu'ont également été rappelées les principales mesures intéressant les finances locales dans cette loi de finances, avec notamment un élément important, la suppression de la CVAE. Le rapporteur a fait aussi référence au projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, qui contenait donc des mesures, un mécanisme de maîtrise des dépenses des collectivités. Donc la procédure législative ayant été interrompue après l'échec de la commission mixte paritaire le 15 décembre, on n'est cependant pas à l'abri d'une nouvelle tentative de cadrage plus ou moins rigoureux. Bon, pour notre part, nous avons toujours considéré que les collectivités ne sauraient se tenir en dehors de l'effort national de redressement des comptes publics, et ce, quelles que soient les majorités au pouvoir au niveau national. Mais évidemment, ce n'est acceptable pour les collectivités que si le gouvernement s'applique à lui-même plus de rigueur budgétaire. Et après le quoi qu'il en coûte et la multiplication des aides publiques, on sait que la dette publique de la France est en train de frôler les 3 000 milliards d'euros. Et là-dedans, la dette de l'État seul, 2 266 milliards aux dernières nouvelles, soit un peu plus de 7 années de recettes fiscales nettes de l'État, situation jugée problématique. Alors, votre rapport pour ce qui concerne nos finances métropolitaines, je vais directement aux dernières pages, les perspectives sur l'ensemble du mandat, nous conduit, selon les scénarios, à frôler, voire dépasser les 12 années de désendettement par l'épargne brute, et on est ce qui nous mettrait, je parle au conditionnel, carrément en zone rouge, c'est-à-dire en situation critique. Quand on regarde au niveau national l'ensemble du bloc communal, on se situe plutôt autour de 5 années. Alors, les élus brestois pourront d'ailleurs noter qu'on n'applique pas les mêmes échelles de risque pour le budget municipal, puisque pour celui-ci, l'entrée en zone de vigilance est bien figurée à 8 années, conformément aux règles de gestion communément admises. Il est vrai qu'il n'y a pas grand risque, puisque les perspectives du ratio de désendettement, en ce qui concerne la ville de Brest, ne dépassent pas les 3 années d'ici 2027. Mais nous l'avons maintes fois exposé. Le budget de la ville présente une belle vitrine, avec des ratios témoignant d'une gestion rigoureuse. Cette configuration résulte du transfert à la métropole d'une large part de ses charges ou de ses projets structurants. Alors, égoïstement, en tant que Brestois, on pourrait s'en réjouir, mais outre que cela ne favorise pas la transparence et la qualité du débat, ce n'est pas non plus le signe d'une solidarité métropolitaine. Alors, le contexte de ce budget 2023 et pour la suite se situe évidemment sous le signe de nombreuses incertitudes et risques, comme d'ailleurs le souligne le rapport sur ce point très explicite et de grande qualité. Au passage, je félicite les services des finances de la collectivité pour la qualité de leurs analyses. Et ils mettent en évidence, évidemment, des facteurs d'instabilité sérieux pour nos finances métropolitaines. Donc nous doutons que la pleine mesure de la situation a été prise. L'an passé, lors du DOB 2027, vous misiez sur une évolution du ratio dette sur épargne brute à l'horizon 2026 à 10,4 années. C'est déjà très largement au-dessus des 8 ans de référence, et nous appelions déjà à la vigilance. Vos prévisions cette année sont encore plus inquiétantes, ça figure page 56 du rapport, puisqu'on voit le ratio tourner autour de 12 années, 11,9, 12,1, 11,9. On serait à ce moment-là dans la zone rouge. Mais vous avez pris la précaution d'évoquer un scénario plus optimiste, qui ne nous fait pas dépasser les 12 années. Simplement, il est soumis à la double condition d'appliquer une règle durable de progression maîtrisée des dépenses de fonctionnement correspondant à l'inflation moins 0,5. Et à la condition que cette inflation elle-même soit contenue. Y croyez-vous vraiment? Nous, pas. Et nous doutons donc de la sincérité de cette présentation. Quelle est l'explication de ce dérapage? Votre rapport la donne.
C'est le projet Mon Réseau Grandit avec la deuxième ligne de tram et le BHNS. Vous avez fait le choix de la solution la plus coûteuse pour l'extension du réseau de transport en commun. Ce programme émarge à 245 millions d'euros. On n'est déjà plus dans la sacro-sainte enveloppe de 192 millions dont il était interdit de contester l'immuabilité. Et cela vous oblige en outre à augmenter la fiscalité. Il ne faudrait pas au final que pour parvenir à réaliser votre projet Mon Réseau Grandit, cela se fasse au détriment du fonctionnement des actions et des services métropolitains et des autres programmes d'investissement. On le sait, les collectivités doivent répondre aux besoins les plus prioritaires de la population. Et une fois ces besoins validés politiquement, il convient de choisir la meilleure manière de les satisfaire. Vous faites les choses à l'envers en décidant d'une deuxième ligne de tram sur un itinéraire qui aurait pu être couvert par une ligne de bus à haut niveau de service, 3 fois moins cher. Nous aurions eu alors les moyens de répondre à l'ensemble des besoins de l'agglomération, à commencer par les autres besoins de mobilité. En effet, il est nécessaire, de façon concomitante, de mettre à niveau le parc de bus existant, de répondre aux besoins légitimes de desserte des communes membres de la métropole et à l'évolution des dépenses de personnel. N'oublions pas qu'à chaque fois qu'on investit, il y a des conséquences en matière de fonctionnement. Et si on ne les a pas bien évaluées, il y a des tensions qui ne peuvent généralement se résoudre que par une augmentation des moyens de fonctionnement. Nous l'avons vu pour le téléphérique. Il a été nécessaire, pour des raisons de sécurité, de recruter une équipe de maintenance non prévue initialement. Et c'est déjà le cas pour le budget des déplacements. Vous écrivez dans votre dossier de présentation du DOB, page 52, les tensions sur le budget des déplacements liées à la mise en œuvre du projet Mon Réseau Grandit nécessitent une forte augmentation de la participation d'équilibre du budget principal. On l'a déjà fait sur le budget 2022. Et plus loin, sur l'impact de la dette, page 54, dans chacun des scénarios, les investissements liés au projet Mon Réseau Grandit, seconde ligne de tram plus BHNS, engendreront un réendettement important qui ne sera donc pas compensé par une progression de la capacité d'épargne. Fin de citation. Vous proposez donc une nouvelle augmentation des impôts. Nous avions déjà voté contre l'augmentation de 11% du versement mobilité, le portant au taux maximum de 2%. Pour nous, il s'agit d'un impôt qui pèse directement sur l'emploi. Vous proposez maintenant une augmentation de 12,1% des taxes ménages et de porter le taux de cotisation foncière des entreprises au taux maximum de 29,96, avec les clés nécessaires. Alors, vous cherchez à minimiser l'effet sur les ménages en évoquant un impact moyen de 10 € par local et par an. Mais si on regarde le panier de la ménagère, chaque produit avec les taux de 10 ou 20% d'inflation qu'on voit arriver sur des tas de produits n'augmente que de 20 centimes par-ci ou 50 centimes par-là. Mais quand on met tout bout à bout, à la fin, cela fait bien une amputation de 10 ou 20% du budget du ménage. Et que l'on ne vienne pas dire que les ménages de la métropole qui payent le foncier sont les ménages aisés. Le logement, c'est très souvent le patrimoine des ménages modestes et notamment des retraités. Vous l'avez compris, nous n'acceptons pas ce recours à la fiscalité pesant sur les ménages et les entreprises au travers du foncier. Globalement, la direction que vous nous proposez et la trajectoire financière que vous privilégiez ne sont pas les bonnes pour nous. Je vous remercie d'avoir écouté notre contribution au débat.